Franchement, pour le rôle de la culture en période de crise, moi, je pense que ça dépend de la crise et de sa nature. Alors, si on considère une crise comme la révolution, qui est à mon sens la crise par excellence, c'est quand même un phénomène qui à ce moment-là va drainer une foule d'artistes. Si on considère la révolution, c'est donc la crise par excellence et elle va donner naissance à l'éclosion de plusieurs talents parce qu'ils vont s'identifier justement dans ce qui se passe, parce qu'ils vont essayer justement de combattre ce qui va venir et qu'ils ne désirent pas voir se concrétiser. La révolution, par exemple, c'est l'éclosion de plusieurs artistes de manière spontanée. Et au final, ça va donner, sur le plan culturel, ça va donner un rendu superbe. Si on considère une crise comme le coronavirus qui n'a fait que nous confiner dans nos dimensions individuelles, individualistes, égoïstes, et qui, par-dessus tout, nous a plongés dans une angoisse collective. Je pense que la culture nécessite, pour les artistes en tout cas, il y a une balance entre la vie sociale et d'autres choses. Donc le confinement n'est probablement pas une situation propice au développement culturel à mon sens. Mais qu'on soit en période de crise comme la Révolution ou comme le coronavirus, c'est toujours malheureusement aux artistes de se battre par leurs propres moyens pour faire entendre leur voix. Et c'est peut-être un peu logique dans le contexte du coronavirus, parce que le récepteur de l'information culturelle est lui-même accaparé par d'autres urgences et d'autres priorités, et lui-même dans une situation d'angoisse ou de crise. Donc il n'est peut-être pas tout à fait ouvert à ce moment-là au message culturel de fond. Pour l'artiste, c'est tout à fait normal de considérer la culture comme un levier de développement et c'est tout à fait normal de rebondir sur son stimulus le plus profond. Donc beaucoup d'artistes ont essayé de rebondir avec des moyens de bord sur le stimulus culturel. Et puis aussi, c'est très important parce qu'il y a plusieurs objectifs dans la culture. Un des objectifs est le divertissement. Et on peut très bien concevoir le divertissement comme un moyen de combattre l'angoisse collective aussi. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait eu des initiatives. D'ailleurs, ces initiatives étaient très importantes parce qu'elles ont révélé la possibilité de créer une culture avec des moyens financiers plus limités, avec moins d'intervention des techniques les plus sophistiquées. Donc, si on rebondit sur le coronavirus, je dirais que c'est une excellente leçon pour la culture mondiale et plus particulièrement pour la culture tunisienne qui souffre de budgets très bas. Ça a démontré clairement qu'on pouvait faire une bonne culture avec une bonne facture. On doit définir la culture sur le mode urgent, absolument. Mais je dois aussi dire que je pense qu'on doit en priorité redéfinir le statut de la culture. Et quand je parle de statut de la culture, je voudrais dire, je voudrais citer 2 ou 3 choses qui me paraissent essentielles. D'abord, il faudrait rebondir sur une culture qui tient compte de tous les arts, qui ne marginalise pas une catégorie d'art au détriment d'une autre, car il n'y a pas un art mineur ou un art supérieur, et tous les arts s'équivalent, et tous les arts doivent contribuer au même titre pour atteindre l'objectif ultime de la culture en général. Donc, premièrement, c'est intégrer tous les arts à titre d'égalité et non un art au détriment de l'autre. Par exemple, pour développer un peu l'idée, la musique est prépondérante, le cinéma est prépondérant.
Mais je pose la question, pourquoi marginalisons-nous d'autres catégories d'art comme, et je peux en citer plusieurs, comme la peinture, la sculpture, la danse, plus particulièrement la littérature et la poésie qui m'intéressent. Tous nos penseurs, bien des choses. Donc la deuxième chose aussi importante à mes yeux, c'est d'essayer d'aborder la culture sous la forme de travaux culturels, de meilleures factures et de meilleures postures. C'est-à-dire des travaux plus riches qui mettent plus l'accent sur le côté intellectuel, qui favorise un sens critique, qui favorise la réflexion idéologique, parce que ce n'est qu'à ce moment-là que la culture deviendra un véritable levier de développement, notamment pour les générations futures, pour nos orientations futures, pour notre vision future de notre pays. Il y a aussi un troisième élément important dans cette reconception de la culture, c'est d'intégrer l'ensemble des arts et c'est aussi de tirer des synergies entre d'un côté les arts, d'un autre côté tout ce qui est patrimoine, art folklorique, tradition populaire. À cet effet, moi je pense que la culture n'est absolument pas déconnectée du système plus large où nous vivons. Elle est parfois utilisée comme un levier de pensée, avec tout ce que cela sous-entend. Mais quand j'ai parlé du patrimoine, je pense aussi au rôle de la culture et du tourisme. La culture pour accompagner le tourisme, pour créer un nouveau tourisme plus dynamique, par exemple, un nouveau tourisme plus à même d'exporter la Tunisie, les traditions de la Tunisie, la richesse patrimoniale de la Tunisie. Donc la culture, moi je pense que l'intervention sur la culture est urgente en termes de non-marginalisation de catégories d'art et aussi en termes d'imbrication de la culture avec l'ensemble des autres domaines importants où elle peut avoir des applications. Je pense notamment à culture et tourisme, culture et enseignement, culture et d'autres choses aussi. Tout d'abord, il me semble très triste de constater que le budget de la culture ne fait que diminuer au fil du temps. C'est souvent le ministère qui a le budget le plus bas et qui doit se battre pour du 0, donc il y a un véritable travail de fond à faire sur la culture si on veut l'utiliser encore une fois comme un levier de développement. On ne peut pas lui coller les budgets les plus bas, donc les résidus, les budgets les plus bas, donc les résidus de budget. Il faudrait redéfinir, encore une fois, la vision de la culture. Quelle vision pour la culture, quel usage pour la culture, quels objectifs pour la culture. Premièrement, donc, c'est ça. Deuxièmement, il y a un autre axe important dans le soutien de la culture. Si on suppose que le soutien à la culture et donc aux artistes est en premier lieu un soutien financier à travers notamment les subventions de l'État, etc., etc. Je suis de ceux qui plaident donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une culture de meilleure facture et de meilleure posture. Et il me semble donc tout à fait normal de durcir les critères de sélection des œuvres qui sont censées atteindre le plus le public. Vous voyez, je ne peux pas parler d'œuvres censées atteindre le public plus que d'autres sans retomber de nous-mêmes dans ce problème de la marginalisation de certaines catégories d'art, comme si quelques catégories d'art
étaient considérées comme mineures, alors que souvent ce sont les catégories qui prennent le plus de courage et qui nécessitent le plus d'audace et qui gravent dans la roche. Je pense notamment à la littérature et à la poésie, où on grave par écrit la pensée, qui est souvent d'ailleurs une opinion un peu contraire à ce qui y est répandu. Donc généralement c'est quelque chose d'assez exceptionnel. D'abord, moi je pense que le partenariat privé-public est plus à même de donner quelque chose de plus positif sur la scène culturelle, sur l'enrichissement. Je vois aussi qu'il faut durcir les critères de sélection, notamment pour les œuvres les plus diffusées. Je vois aussi qu'il faut sortir, même si je le dis de manière plus ou moins tempérée, il faut sortir de tout ce qui est très commercial pour réajuster la balance à travers ce qui est intellectuel. À mon avis, nous devrions accorder plus de place à nos penseurs. Nos penseurs sont censés être nos leaders d'opinion. Et nos penseurs, à travers leurs opinions, sont censés enrichir le paysage culturel, le paysage médiatique. Malheureusement, il y a un troisième acteur très important dans cette guerre de la culture, dans cette guerre de la culture avec une bonne posture et une bonne facture, c'est les masses médias. Et moi, je trouve que les masses médias diffusent plutôt des choses très commerciales et des choses qui manquent un peu d'intellectuel. Avec un gouvernement qui peine à boucler ses budgets, notamment qui peine à boucler ses budgets pour des domaines essentiels. Il n'y a que le partenariat privé-public qui peut justement relancer la culture. Je crois que l'avenir de la culture, c'est dans les initiatives privées. On voit par exemple beaucoup de festivals privés, on voit des choses au sud, des choses dans la Médina de Tunis. D'ailleurs, la preuve que le secteur public n'est pas suffisant, c'est justement cette crise de coronavirus qui a anéanti toutes les initiatives culturelles et aussi bon nombre d'initiatives culturelles privées. Donc si on veut s'appuyer uniquement sur le secteur public, ça ne sera plus possible à l'avenir. La culture, le patrimoine et l'art appartiennent à l'humanité, ils sont universels. Et à ce propos, il faut trouver un ministère de la Culture, un gouvernement doit trouver une solution pour exporter au maximum la culture locale. Dès qu'une culture s'exporte facilement, aisément dans le reste du monde, ce qui lui donne un public, ce qui lui donne une présence, ce qui lui donne de l'aura, on va dire, cette culture, elle a réussi son pari. Mais si la culture ne s'exporte pas facilement, si la culture reste confinée dans les limites d'un pays, dans les barrières, dans les frontières d'un pays, à ce moment-là, il y a une faille, à mon avis, dans la conception de la culture. Et en tout cas, c'est un début de preuve pour une culture qui n'est pas utilisée comme un levier de développement à son maximum ou à son optimum. Le patrimoine demeure, notamment dans la Tunisie 4 ou 5 fois millénaire, le patrimoine est très très riche et le patrimoine mérite, à mon sens, toute l'attention. Toute l'attention. Quand on voit ce que d'autres cultures, notamment nos voisins, font avec leur héritage culturel et patrimonial, on est en droit de se poser ce que nous faisons alors que nous avons des civilisations multiples qui se sont succédées en Tunisie
et des traditions qui parfois se perdent un peu. Et moi, je suis justement pour la mise en valeur de ce patrimoine riche. Il faudrait exporter ce patrimoine de la chose la plus petite à la chose la plus développée. De l'harissa au couscous, en passant par nos arts populaires, par les dialectes oubliés de la Tunisie, par tous les sites, par exemple, je pense notamment à tous les sites archéologiques en Tunisie. Quand je vais à Rome, je me pose souvent la question, quelle différence entre Rome et la Tunisie, à part qu'à Rome, c'est concentré, le patrimoine archéologique, et que bon, chez nous, en Tunisie, c'est un peu... Et quand on compare Rome à notre héritage, notre patrimoine, ce riche héritage culturel, on ne peut que, en tant que citoyen en tout cas, on ne peut que être frustré de voir que d'autres font énormément de choses avec ce que nous-mêmes nous avons d'ailleurs. Oui, le patrimoine appartient à tout le monde, mais le patrimoine doit parvenir au reste de l'humanité pour pouvoir justement appartenir à cette humanité. L'éducation à la culture, c'est quelque chose de très important. Je pense que l'éducation à la culture de l'enfant, en tout cas, doit commencer dès que possible. Je pense que cela rejoint l'éducation qu'on donne à l'enfant. Comment on l'éduque à comment bien manger, comment bien se comporter, comment... On devrait aussi l'éduquer à cette question de la culture, à l'ensemble des arts, faire découvrir aux enfants des musiques aux sensibilités différentes, des arts aux sensibilités différentes, un peu de cinéma, un peu de danse, un peu de sculpture, de peinture, de littérature, faire lire dans la mesure du possible aux enfants des littératures diversifiées de différentes époques, tester aussi les capacités créatives de l'enfant. Ça, donc, c'est pour l'enfant. Pour l'adolescent, enfin, pour les jeunes, on va dire, je pense qu'il est très important d'utiliser la culture pour favoriser encore plus d'éveil, c'est-à-dire utiliser la culture comme un levier de pensée, pour un raisonnement structuré, pour le tri des idées, pour savoir entretenir une discussion aboutissante, intéressante. Finalement, la culture, que ce soit chez l'enfant ou le jeune, elle est formatrice. Elle va compléter une partie de l'éducation de l'enfant pour créer sa personnalité, pour favoriser en lui la capacité à mener un débat, à développer une opinion, à choisir une voie. Et de ce fait, la culture, quand on l'intègre à un âge jeune, elle devient finalement un attribut de la personne, une sorte un fragment important de l'identité de l'enfant ou du jeune. Pour des tranches d'âge supérieures, on a certainement eu le temps de faire le tri de la culture, d'avoir ses choix, probablement de favoriser certaines catégories d'art, je le comprends aussi. Je pense que la culture devient alors un divertissement. Et je pense que plus on avance dans l'âge, plus on devient exigeant avec la culture. On attend alors de la culture de nous révéler des opinions et des points de vue encore plus développés,
Et on attend de la culture d'être de plus en plus subtile, hein, de plus en plus pesée, de plus en plus à même d'atteindre des objectifs encore plus, mais surtout des objectifs en termes encore plus pointus, mais surtout des objectifs en termes d'opinion claire, précise, ciblée. Oui, je pense que c'est ça le rôle. Et donc l'éducation à la culture n'arrête jamais. Ah non, non, l'éducation à la culture, mais en fait, elle ne peut pas s'arrêter, l'éducation à la culture, parce que la culture, en même temps, elle est si épanouissante, si elle nous donne des ailes, elle crée en nous la joie, elle nous apporte du bonheur. Donc, c'est quelque chose qui crée en nous énormément d'euphorie. Et qui goûte une fois à cette euphorie de la culture va se retrouver, va revendiquer sans cesse, une dose d'euphorie supplémentaire. Alors, après mon premier roman, Le jour et le jour d'après, je suis heureuse d'annoncer que mon deuxième roman paraîtra très bientôt en Tunisie. Il s'agit de Vibrato, dont j'avais déjà annoncé la parution il y a quelques mois. Et puis, je suis en ce moment en train d'écrire un troisième roman, Orchidée des rêves. Alors, les trois romans, il s'agit d'une trilogie. Le jour et le jour d'après, qui est le jour de la rencontre cosmique, la belle rencontre. Vibrato, qui est le jour du deuil. Et puis Orchidée des rêves, qui est le moment où tout bascule et le moment où on renoue avec une nouvelle vie. Je voudrais aussi dire que Vibrato et Orchidée des rêves sont un mix de prose poétique et de poésie. Pour la poésie, oui, j'écris de temps en temps des poèmes courts roulants. Essentiellement, j'écris toujours dans le domaine sentimental. Et puis, je me découvre un véritable plaisir aussi à écrire sur mon amour pour mon pays, la Tunisie. Une belle anecdote, c'est ma première radio. Alors j'arrive à la radio, il me semble que je suis tout à fait sereine, tout à fait tranquille, je ne vois rien venir, mais dès qu'on se lance, je suis prise par un blackout, je n'arrive plus à entendre les questions. C'était un moment très très dur à vivre, vraiment très très dur à vivre. Quand j'ai terminé, c'était un moment dont je me rappellerai toujours. J'espère vraiment que la Tunisie mettra le cap sur l'ensemble des arts de manière égalitaire. En tant qu'écrivaine et poète, j'insiste sur le rôle de la littérature en tant que levier de développement également important en Tunisie à travers justement la promotion de l'opinion.